Bonsoir et merci du fond du cœur pour votre fidélité et votre confiance. Et oui, aujourd'hui les audiences sont tombées et c'est un peu comme notre bulletin de notes. Pour nous, on a le trac à chaque fois, je vous le cache pas. Elles sont excellentes pour Europe 1 et pour notre émission. Alors je reprendrai les mots du valet de cœur qui avait dit un soir très joliment: cette émission, nous la vivons, pour remercier tous ceux qui témoignent chaque soir avec beaucoup de sincérité, mais aussi ceux qui alimentent notre réflexion à travers leurs messages par courriel et SMS, et bien sûr vous tous qui êtes à l'écoute, fidèles parfois depuis le début de cette émission, c'est-à-dire 10 ans maintenant, et oui déjà 10 ans, ainsi que les nouveaux auditeurs de plus en plus nombreux qui nous ont rejoints. Et je ne peux que vous encourager à appeler, à participer en appelant le 39 21, parce que je vous le dis souvent, cette émission n'existerait pas sans vos appels. Donc faites-la vivre, témoignez, n'hésitez pas à réagir. Toute l'équipe a le sourire évidemment ce soir, Asiba, Clémence qui sont au standard, Philippe Chartier, sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est, qui m'accompagne depuis les débuts. Alors comme chaque soir, la ligne est ouverte au 39 21. On attend vos appels et pour tous vos commentaires, eh bien vous avez les courriels sur le site europe1.fr, tous vos SMS au 7 21 21. Code nuit 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. 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 Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Vous avez reçu donc mon mail, je vous remercie. Oui, je l'ai sous les yeux là. Oui. C'est gentil de votre part, donc je tenais déjà à vous souhaiter une très belle année 2010. Merci, à vous aussi. Même moi, si vous comprendrez donc qu'elle est pas très. Oui, vous n'allez pas très bien depuis maintenant un an, puisque donc vous étiez en psychothérapie depuis une dizaine d'années et votre thérapeute est malheureusement décédé l'année dernière. Au mois de voilà. Bon, entre-temps, de toute façon, vous ne la voyez plus car malheureusement sa maladie l'empêchait de consulter. Et vous avez des problèmes aussi dans votre travail, un travail qui ne vous convient pas. Ouais. Donc, à savoir si je peux résumer en quelques mots. Effectivement, l'année dernière, j'ai été licencié d'une grosse société. Je travaillais en tant que commercial. J'ai vendu des produits très techniques. Et ça fait maintenant, donc depuis le mois d'octobre l'année dernière, que j'ai retrouvé un emploi, toujours dans le domaine de la vente. Et cette fois-ci, je vends des produits, on va dire de la bureautique, mais ce n'est plus du technique, quoi. C'est de la petite fourniture. Donc c'est un travail qui me convient pas du tout parce qu'il y a tout à faire et voilà. Donc je suis pas motivé pour ça. Donc outre ce phénomène de démotivation, j'accuse le contre-coup de l'absence de ma thérapeute qui était là pour me guider. Oui. Et je vous assure, c'est très dur moralement. Oui, ça je comprends. Oui, ça pose. Vous soulevez un problème qui malheureusement peut arriver. Le décès d'un thérapeute qui déjà elle vous avait prévenu, donc elle ne pouvait plus consulter du fait de sa maladie. Tout à fait. Mais on pensait qu'elle allait revenir, mais une pleurésie ayant entraîné une crise cardiaque a fait qu'elle est partie précipitamment, quoi. Comment elle avait abordé cela avec vous? Elle vous avait dit qu'elle allait interrompre son activité, donc provisoirement, mais elle pensait revenir. Elle pensait, tout à fait. Ouais.
Donc elle ne vous avait pas donné des coordonnées de Non, en fait, il y avait eu des de remplaçants. Confrères. Oui. Mais qui étaient donc elle était psychiatre, hein, Oui. mais qui n'était pas du tout de la même école. Oui. Si je peux appeler ça comme ça. Oui, bien sûr. Puisque donc elle intervenait de par la parole. Oui. Et elle était également à notre écoute. Hein. Oui. Et donc il y avait des conseils, il y avait également donc des explications données de par ce que l'on avait vécu et de par ce que l'on vivait dans le présent. Voilà. Oui. Et ces conseils étaient judicieux et fort à propos. Donc les autres remplaçants n'ont jamais eu cette démarche, hein, que ce soit par la parole ou par l'écoute même. Voilà. Oui, donc le remplacement qu'il y avait eu, c'était un psychiatre, mais qui lui, ou une psychiatre, peu importe, mais qui lui faisait plus de la prescription. C'était c'était dans le cadre du cabinet médical pour que les consultations soient assurées, mais il n'a pas fait le remplacement pour les thérapies. Non. Oui. Non, parce qu'il n'avait pas connaissance des dossiers. Oui. D'une part, et puis bon. Et autre chose, la distance, je présume, il venait de Paris exprès, donc voilà. D'accord, oui, je comprends mieux. Oui, alors ça plonge forcément les personnes qui sont en thérapie, cette situation dans une grande détresse, une grande souffrance. Évidemment pour de multiples raisons. Déjà la perte du thérapeute auquel ils sont attachés, quand il y a un transfert qui est positif, même d'ailleurs s'il est à un moment négatif de la thérapie, parce qu'il y a quand même, ça veut dire qu'il y a un transfert, qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une accroche. Il y a une accroche, voilà, et d'autant plus qu'il n'y a pas de préparation. C'est pas comme lorsque le thérapeute est amené à interrompre son activité, comme cela peut arriver aussi parce qu'il change de région, parce que si c'est une femme en arrêt pour je ne sais pas, une maternité, il y a une reprise, il y a là un décès avec toute la brutalité fait que ça ne peut pas être préparé. Et donc, vous vous retrouvez non seulement avec cette perte affective et ce travail interrompu. Ouais. Donc, avec un sentiment d'abandon. Quelque part, oui. Eh ben oui. Ben oui, même si, évidemment, pas songé. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas... Pardon, vous dites, vous n'y avez pas... Je n'y ai pas songé sur le moment, mais j'y pense pas, je veux dire, je me suis dit c'est la vie, et elle est partie, elle est décédée, et voilà quoi. Et oui, mais... Pas d'abandon aussi, oui, tout à fait. Et oui, il y a ça, parce que comme souvent d'ailleurs dans un décès, d'autant plus, tout dépend ce qui est en train de se jouer à ce moment-là dans la cure, dans le travail qui est en train de se faire, mais... Bon, en plus, vous étiez depuis 10 ans avec elle en travail. Ouais. Puis d'ailleurs, peu importe parfois la durée, il y a un transfert qui peut être très fort, un investissement qui peut se faire assez rapidement. Et puis, cette personne, le thérapeute meurt. Et évidemment, c'est pas de son fait. Il n'y a pas une volonté. C'est pas lui qui ne veut plus vous recevoir. C'est bon, il n'y est pour rien. Mais il n'empêche que ça peut réactiver une problématique, si en plus elle était déjà présente, d'abandon. Bien sûr, oui. Donc, alors, ce que je pourrais vous dire, Frédéric, par rapport à ça, c'est toujours très compliqué, mais si vous en ressentez le besoin, et notamment parce qu'en ce moment, vous avez ce problème dans votre travail où déjà, c'est important, vous avez retrouvé un travail, c'est-à-dire que financièrement, c'est important pour vous d'avoir quand même des revenus. Pas sûr
d'être regardé, comme je l'avais précisé dans le mail. Hein. Bon, en plus. Ouais, Mais... et que le travail en thérapie s'est brutalement interrompu, vous pouvez continuer votre travail avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est très difficile. Évidemment que c'est difficile quand on a investi, mais je ne sais pas. Vous êtes vous êtes en province, vous êtes en région parisienne. En province. Ouais. Donc évidemment, le décès de votre thérapeute dans la ville où vous êtes a été connu. Bien sûr. Dans le milieu médical, bon, ça s'est su. Donc à partir du moment où vous allez voir un de ses confrères, une de ses consoeurs, il ne sera pas surpris que vous veniez en disant voilà, j'ai été suivi par telle personne et bon. Il saura pourquoi ce qui s'est passé et vous n'êtes pas obligé, parce que souvent ce qui peut être un mur, enfin quelque chose d'infranchissable, c'est de dire devoir recommencer. C'est vrai qu'elle connaissait tout de votre vie, mais vous ne repartirez pas depuis le début. Puisque quand vous avez consulté au départ, c'était pas pour la même demande qu'aujourd'hui. Vous ne parlerez pas de la même façon, de toute façon. Parce que tout le travail que vous avez fait avec elle, il n'a pas disparu avec elle. D'accord. Tout ce que vous avez fait, appris, construit, tout ce qui s'est joué entre elle et vous, tout ce qui vous a fait grandir, vous épanouir, tout ça n'a pas disparu avec elle. Ouais. Elle l'a pas amené, ça. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui, vous, au cours de ce travail, c'est vous qui travaillez. Ne l'oubliez jamais. Elle a été là pour vous accompagner. Mais le travail, c'est vous qui l'avez fait. Avec elle, bien sûr. Mais c'est un passeur. Ouais. C'est vous qui êtes le dépositaire. Elle était dépositaire de ça, mais le savoir, au fond, c'est vous qui l'avez. C'est elle qui m'a permis de découvrir ça. Exactement. Elle vous a permis d'y avoir accès. Mais c'est vous qui l'avez et qui l'avez conservé. Vous savez, là, vous en reparlez, j'en ai les larmes aux yeux, hein, Caroline. Parce que j'avais une profonde affection pour cette dame. Et elle manque à beaucoup de personnes. Bon, moi, je sais qu'elle me manque beaucoup. Enfin, voilà, donc, si elle avait été là, et non pas malade, l'année dernière, au mois de janvier, par exemple, je pense que je n'aurais pas été licencié, parce que j'aurais pu trouver les armes et la force pour me battre. Vous voyez, c'est des petites... voilà. C'est ce que vous disiez, ce sont des mots, mais c'était une présence quand même, et elle avait les mots et les... Oui, elle me connaissait par cœur, comme vous le disiez. C'est-à-dire, vous vous sentiez plus... Vous ressortiez de là plus fort, finalement, vous pouviez déposer un peu de votre vulnérabilité, de votre elle pouvait l'accueillir et elle pouvait vous sortiez de là plus confiant, plus armé finalement pour faire face à la réalité de tous les jours. Vous vous êtes senti très vulnérable certainement quand elle a disparu. Oui, bien sûr. Oui, mais vous allez retrouver, ça sera pas elle évidemment, hein, mais vous allez retrouver ce sentiment comme ça de sécurité intérieure, d'apaisement et surtout de cette sécurité intérieure, ce sentiment de ressources que vous avez en vous-même en retrouvant un espace thérapeutique. D'accord. Je vous assure ça. Parce que vous allez prendre conscience aussi, même avec quelqu'un d'autre, que tout le travail que vous avez fait avec elle, il est là et bien présent.
Et justement, il ne faut pas que vous restiez dans cette phase de vulnérabilité qui est accentuée en plus par ce que vous vivez dans votre quotidien. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que c'est d'autant plus accentué parce qu'aujourd'hui, dans votre travail, vous vous sentez aussi pas valorisé. Tout à fait, oui. Ouais. Puisque vous faites un travail qui n'est pas vraiment dans votre registre de compétences, et puis vous vous demandez si on va pas vous mettre dehors. Oui, ben c'est ça, oui. Et comme vous avez le sentiment d'avoir perdu aussi un peu votre boussole, enfin la personne qui pouvait, vous dites dans votre mail, vous guider. En fait, c'était vous au fond qui preniez les décisions. C'était pas elle. Elle n'était pas là pour vous diriger. Non, bien sûr. Hein, ouais, c'est vrai. Mais comme vous aviez une écoute, vous vous sentiez plus fort. Oui, elle m'a redonné une certaine confiance. Voilà. Confiance, ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Elle m'a permis de m'ouvrir sur plein de choses, sur plein de... Et puis de découvrir des choses de moi-même dont j'ignorais l'aspect et la réalité, en fait. J'ai découvert au travers d'elle que j'existais que par un paraître. Et elle m'a fait démolir ce paraître pour exister réellement, en étant tout simplement moi, quoi. Mais ça veut dire ça résume un peu le travail que j'ai pu faire avec elle, quoi. Oui, mais ça le résume sacrément, hein, dites-moi, Frédéric. Vous vous rendez compte? Vous dites que vous pouvez être vous-même. Oui. Et qu'en étant vous-même, finalement, vous réussissez plutôt bien. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'il n'y avait pas besoin de chercher à paraître à quelqu'un d'autre. Donc, il faut retrouver cette force de dire, pouvoir être vous-même, et qu'être vous-même, c'est plutôt bien. Que vous pouvez vous faire confiance. Mais c'est normal que vous vous sentiez très ébranlé et vulnérable après cela. Ouais. Et peut-être que d'ailleurs, vous allez aller voir quelqu'un d'autre et qu'au fond, vous n'allez pas poursuivre très longtemps le travail. Que vous allez dire, j'étais peut-être arrivé à un temps où peut-être que vous allez poursuivre encore, mais peut-être pas, vous verrez. Il faut que vous trouviez évidemment quelqu'un en qui vous ayez confiance, mais en vous disant, c'est quelqu'un de différent. D'accord, ouais. Oui, il ne faut pas que je fasse il faut pas qu'il y ait des similitudes dans mon approche. Il ne faut pas que vous cherchiez à la retrouver, elle. Parce que sinon, vous allez vous sentir perdu. Et puis je vais forcément me planter, excusez-moi du terme, mais c'est ça, quoi. Eh oui, vous ne la retrouverez pas, elle. Si vous cherchez à quelque chose qui lui ressemble, de par sa façon d'être, de parler, de par... Non, c'est quelqu'un de différent. Et ça peut être intéressant aussi. Oui. Un autre regard sur vous, finalement. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à tout. C'est pour ça que je vous ai envoyé ce mail, parce que... Oui, vous avez bien fait. J'écoute votre émission depuis maintenant pas mal de temps. Et je me dis, il faut que j'en parle à Caroline, il faut que je fasse vite quelque chose, parce que je vais pas bien du tout, et il faut que j'en parle, quoi. Oui, mais vous avez raison. C'est tout à fait ça, Frédéric. Il faut en parler. Puisque parler vous réussit bien, finalement. Hein? Oui, on va dire ça comme ça. Comme dit Nelly, finalement, elle rebondissait sur ce sentiment d'abandon dont je parlais. Nelly envoie un petit SMS en disant, au fond, vous vous sentez comme orphelin. Oui. Et puis il y a Franck, lui, qui envoie aussi un message pour dire, mon thérapeute a quitté ma région sous le choc dans un premier temps, et désabusé, je me suis rendu compte que le transfert nécessaire à ce travail allait au-delà de la présence physique. Nos réflexions se perpétuent, mon travail avance toujours avec lui quelque part. Alors, je sais pas, peut-être que au fond, Franck c'est passé de la présence de son thérapeute, et que
visiblement, il ne l'a pas remplacé par un autre thérapeute, mais qu'il poursuit le travail tout seul. Le cheminement. Oui, il poursuit son cheminement. Oui, tout à fait. Alors il y a Fred d'Avignon qui dit c'est quoi exactement le transfert? C'est tous les sentiments que l'on projette sur son thérapeute finalement, et que l'on rejoue avec lui, des scènes du passé, puisque le thérapeute est mis à différentes places, différents rôles. Il peut être mis tantôt à la place de nos parents, de frères, de sœurs, donc enfin de personnages qui ont compté évidemment pour nous de plein de monde, et on lui attribue comme ça des sentiments qu'il n'a pas forcément, enfin des sentiments. Bien sûr que le thérapeute a des sentiments, mais on lui prête des sentiments, et nous, c'est-à-dire l'analysant a des sentiments pour son thérapeute, d'amour, de haine, enfin toute la gamme des sentiments qui existent, et c'est en analysant, qui en fait sont des sentiments qu'il a éprouvés déjà pour d'autres personnes. Et c'est en analysant ces sentiments, tous ces événements avec le thérapeute, qu'il va comprendre ce qui a pu, dans sa vie, parfois le faire souffrir, ce qui a pu être traumatisant pour lui, parce que le thérapeute va être mis à toutes ces places-là. Donc le transfert, c'est transférer sur un autre, finalement, des événements de son passé et des sentiments qu'on a éprouvés déjà pour d'autres personnes. Et il y a Brigitte qui dit: la fidélité à votre thérapeute passe par continuer le chemin fait avec elle. Bon courage à vous. Oui, c'est ce qu'elle aurait certainement aimé pour vous, que vous puissiez continuer tout ce travail déjà accompli et qui vous a considérablement fait avancer et progresser. Bien sûr, bien sûr. Donc j'ai l'intention de prendre rendez-vous avec une thérapeute là sur la ville où je réside. Pour voir ce que ça peut déclencher en moi. Hein. Oui. Oui, peut-être que vous allez en voir, je sais pas, 2-3 avant de trouver quelqu'un qui vous correspond. Hein. C'est possible. Avant de rencontrer celle dont vous me parlez, vous l'aviez vue, vous en aviez vu plusieurs ou Non, je n'avais vu qu'une. Vous l'aviez vue, elle, et ça s'était bien passé immédiatement. D'accord. Bon, sachez que peut-être là, ça sera pareil, et puis peut-être que, étant donné le contexte, vous en verrez peut-être 2-3 avant de trouver la personne qui vous correspond. Bon, alors après, est-ce que j'en aurais réellement l'utilité ou le besoin? Peut-être par rapport à à ce que vous vivez là dans votre situation présente, votre travail, besoin d'être un peu épaulé. Oui, je pense que par rapport à cette étape de travail, situation professionnelle. Ouais, oui. Et puis par rapport à aussi ce choc quand même d'une thérapie interrompue comme ça. Hein, ça représente un choc aussi. Je crois que c'est important que vous puissiez en parler un peu, l'élaborer. Oui, aussi. Vraiment. Tout à fait. Il y a Francine qui envoie un courriel qui dit: Frédéric, si vous avez fini par trouver la force pour vous battre, c'est bien la preuve que ces 10 années de thérapie vous ont fait beaucoup avancer. Vous vivez certes une période difficile, mais le passage entre guillemets pourra se faire quand vous y serez prêt. Courage à vous. Merci. Ouais, c'est des paroles de réconfort, ça fait du bien de les entendre. Hein. Ça fait du bien de les entendre. Mais bon, la réalité nous rattrape toujours. Hein. La réalité, malheureusement, nous rattrape toujours. Ça, là, la réalité, malheureusement, a été brutale. Ouais. Oui, les thérapeutes, qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu difficile. Alors, c'est arrivé au bout de 10 ans, donc déjà, il y avait quelque chose où, au bout de 10 ans, c'est pas comme au début d'une thérapie où le thérapeute est placé, presque mis dans une position où on pense qu'il est tout puissant. Oui. Le thérapeute, évidemment, est loin d'être tout puissant. C'est un être humain avec ses failles, et puis il est mortel. Hein.
Et c'est vrai que pour un patient, c'est terrible quand il disparaît comme ça avant. Mais c'est aussi, ça peut être la réalité. Malheureusement, ça le fut. Voilà. Mais bon, vous avez, je vous dis, tout ce que vous avez fait, ça c'est en vous, ça fait partie de vous maintenant. Oui, c'est pas perdu, je pense. Ouais. Vous pouvez en être certain, Frédéric. Vraiment, vraiment. Ouais. Donc continuez. Si vous pouvez me permettre une deuxième. Alors on va marquer une petite pause. Oui, bien sûr. On se retrouve dans quelques instants. C'est gentil, merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Oui, Frédéric, je vous écoute. Oui, enfin, je vous embêterai pas. Mais vous m'embêtez pas. Oui, si je pouvais laisser mes coordonnées au standard pour une éventuelle société qui recherche un commercial. Pour une société qui recherche un commercial, mais alors précisez dans quel domaine, puisque vous dites que là vous êtes dans ce domaine-là, mais ça ne vous convient pas. Non, donc en fait là je suis à vendre tout ce qui est fourniture de bureau. Donc moi j'ai vendu des produits techniques, à savoir de la chimie pendant plus de 14 ans. Oui. Et puis bon, je suis à la recherche d'un poste de commercial ou technico-commercial dans tout ce qui peut être médical, paramédical. Voilà. Médical et paramédical, et dans quelle région? Sur la région Est. La région Ouest. Est de la France. La région Est de la France. Ouais. D'accord, l'annonce est passée, Frédéric. C'est gentil. Je vous en prie. C'est gentil. Est-ce que je laisse mes coordonnées au standard? Oui, vous laissez les coordonnées, ne raccrochez pas, Siba va les prendre. Hein. Encore une fois, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci, à vous aussi, Frédéric. Et puis, donc, je vous souhaite de trouver un travail qui correspond vraiment à vos attentes. D'accord, oui. On fait tout pour. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. 39 21, 34 centimes la minute. Mika Rain, un petit message de Georges qui arrive au 7 21 21 code de nuit, qui dit à moi le jour où je perds ma psy, j'ose même pas y penser. Sans elle, moi c'est Paris sans la Tour Eiffel, c'est un manouche sans sa guitare. Vous voyez, Georges, vous y venez finalement. Vous aussi, vous aimez bien Thomas Dutronc. Allez, on accueille. Il y a Marie-France qui m'envoie un petit courriel pour dire très émue d'entendre la dernière intervenante hier soir. Avez-vous pu lui prêter assistance? Merci de nous le dire et bonne émission. Oui, j'ai pu lui parler hors antenne. Rassurez-vous, on a pu faire un petit peu le point ensemble. Et bon, je pense qu'elle aurait dit hors antenne l'homme qu'elle avait rencontré, Michel. Il s'agissait de Michel qui avait rencontré un homme qui était en fait à la rue, qu'elle avait fait monter chez elle, et je lui disais, elle-même, Michel était en très grande souffrance, en très grande dépression, et je lui avais dit qu'elle avait quand même pris un énorme risque à faire venir chez elle une femme seule comme ça. On fait pas venir comme ça un inconnu. Il se trouve que, en parlant avec elle, cet homme était plutôt bienveillant, et en tout cas il y avait aucune intention de nuire à Michel, au contraire, même par rapport à l'argent qu'elle lui avait prêté, il lui a remboursé. J'ai vraiment le sentiment que ce sont deux solitudes qui se sont rencontrées, qui s'épaulent, puisqu'elle me dit qu'il fait les courses, il lui fait à manger, enfin Michel se sent très seul, et finalement il y a une présence auprès d'elle, et c'est surtout de ça dont elle avait besoin. Mais bon, on a parlé ensemble et de la nécessité qu'elle avait pour elle, qu'il était important qu'elle se fasse vraiment aider et soigner par rapport à cette dépression. On accueille Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je voudrais vous parler de ma meilleure amie qui est
ouais, voilà, de s'enfoncer dans la dépression, dans de se tuer à petit feu. En fait, ma meilleure amie, de l'âge de à peu près 4-5 ans jusqu'à 10-11 ans, elle a subi des abus sexuels par un membre de sa famille, la sœur à son père. Et, La sœur de son père. Oui. Mhm. Elle a quel âge, votre meilleure amie? Maintenant, elle a 20 ans. D'accord. Et tout ça, c'est en train de la tuer. Enfin, aujourd'hui, ça ressort plus. Pourquoi? Je sais pas, c'est... enfin, toutes ces... Enfin, de l'âge de... Quand ça s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Enfin, elle essayait de vivre en refoulant ce traumatisme, en le mettant de côté, en l'oubliant. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Elle n'en peut plus, elle est au bout, elle refait des cauchemars par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, j'arrive plus. Elle devient anorexique, elle a des crises d'angoisse, des crises de pleurs. Et tout ça, j'arrive plus à trouver les mots pour... Elle vous semblait très émue, effectivement. Ouais, parce que je la vois, elle est en train de s'enfoncer de jour en jour. Et voilà, moi je suis impuissante. Enfin, j'ai essayé pendant toutes ces années de trouver les mots. Et vous la connaissez depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Depuis, on s'est rencontrés dès la sixième, en fait. Mhm. Donc juste après la fin des abus. Et quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, on se racontait nos secrets. Et un jour, elle me l'a dit comme ça. Elle me l'a dit et elle était très angoissée. Elle me racontait qu'elle avait peur qu'elle est rentrée chez elle en pleurant et tout ça, qu'elle avait peur que je dise à quelqu'un et tout ça. Ses parents ne sont pas au courant? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que elle est, comment vous dire, elle est un peu... Dans sa famille, elle est un peu mise à l'écart, un peu rejetée. Du fait, je sais pas pourquoi, mais du fait parce que déjà elle a une grande sœur qui est un peu brillante scolaire, brillante par le travail, et qui prend toute la place. Et elle est un peu en retrait, parce que c'est une fille qui manque cruellement de confiance en elle. C'est un petit échec, ça va lui remettre tout en cause dans sa tête. Et elle réfléchit du pourquoi, du comment, et voilà. Oui, mais si elle fait de l'anorexie, ses parents doivent s'inquiéter quand même. Non, ils se rendent pas compte, ils trouvent que c'est... Ils se rendent pas compte, justement, c'est ça. Elle me dit, c'est la dernière fois, ce que je reproche à mes parents, c'est pas de pas m'avoir protégée, c'est de ne pas avoir vu les signes que j'allais mal. Au début, elle avait fait une crise quand elle avait 13-14 ans. Ça faisait sur une semaine, elle n'avait pas mangé rien. Elle n'est pas sortie de sa chambre pendant une semaine. Et ses parents, ils ont cru que c'était à cause d'un garçon. Elle fait des études? Oui. Elle est en licence cette année. Elle est en licence? Oui, c'est une fille qui toute la période primaire, collège, elle a essayé d'être la première de la classe justement pour égaler sa sœur. Mais ces dernières années, elle s'en fiche complètement. Elle n'est pas en échec scolaire quand même, elle a réussi, mais elle a plus cette implication dans son travail scolaire, plus cette envie de vivre, c'est tout simplement. Et moi, Mais vous en parlez comme si c'était de vous. C'est pas... On croirait pourtant, vous entendre, Sophie. Est-ce que vraiment... C'est parce qu'on est très très proches. Très très proches. Certainement. Ouais. Parce que pour en parler avec une telle émotion et avec une telle connaissance...
comme j'ai dit, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur, voilà. Et on en parle tout le temps. Bon, il n'empêche que vous ne pouvez pas l'aider sur ce plan-là, Ouais. à moins de vous enfoncer avec elle. Ouais. J'ai essayé. Et d'ailleurs, vu votre émotion, parce que à entendre votre émotion, on pourrait croire que c'est de vous dont vous parlez. Non, Parce c'est pas que, moi. mais quand bien même ça serait de vous, ça serait peut-être plus simple pour moi de vous aider, parce que c'est difficile de parler, parce que s'agissant de votre meilleure amie, je ne peux que vous dire, de lui dire d'aller en parler vraiment au plus vite avec un thérapeute. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir toutes ces confidences, notamment sur ces abus sexuels, parce que vous ne pouvez pas vous transformer en sa thérapeute. Ou alors, effectivement, ça vous met dans un état... c'est pour ça que je me pose des questions sur votre émotion. Ce n'est pas. C'est parce que je suis un peu stressée de passer à l'antenne. Et Oui, ça, je peux l'entendre, mais si vous voulez, tout en étant très proche d'une amie et que vous ayez beaucoup d'affection pour elle, bon, mais c'est vrai que vous en parlez, il n'y a plus aucune distance, quoi. On a l'impression que c'est à vous que c'est arrivé tout ça, enfin que vous parlez de vous. Donc si c'est le cas, bien l'anonymat de la radio permet d'en parler. Et on pourrait, je n'aurais pas les mêmes mots vis-à-vis de vous. Si ce n'est pas le cas, on voit à quel point, si c'est vraiment d'une amie dont vous me parlez, à quel point son angoisse déteint sur vous. Et là, ça va pas. C'est-à-dire que vous pouvez pas recueillir toutes ces confidences. Mais en fait, elle m'a jamais réellement dit ce qui s'est passé. Enfin, des détails. Quand je lui disais, elle me disait... je crois que c'est pas la peine. Hein. Oui, mais non, mais... Vu comment, déjà, dans quel état que ça vous met. Je n'ai pas cherché à savoir en détail. Bon, il faut déjà qu'elle voie un médecin. En fait, ouais, mais je lui ai déjà dit de voir quelqu'un. Et en fait, sa grande peur, c'est que... En racontant à d'autres personnes, que ces personnes le disent, enfin... Non, mais Sophie... Oui. Un médecin, un thérapeute, un psychothérapeute est tenu au secret professionnel. Oui, donc, ce qui se dit dans l'intimité d'un cabinet ne sort pas de ce cabinet. Ouais, mais... Elle est majeure, votre amie. Oui. Hein, donc, il n'ira pas répéter aux parents. Il va l'écouter, elle, dans sa souffrance. Oui, mais je lui ai déjà tout dit. Je lui ai tout dit. Vous lui avez vraiment tout dit ? Tout, comme d'aller voir un psy, d'en parler à d'autres personnes qui sont compétentes. Et elle m'a dit, sa plus grande angoisse, c'est que tout le monde le sache, que ça brise. De toute façon, bon, déjà, il faut être très clair à ce sujet. Encore une fois, quand on va voir un médecin, déjà son médecin généraliste, ou un médecin psychiatre, ou un psychologue, ou un psychologue qui est psychothérapeute, ou un psychiatre qui est psychothérapeute, il est tenu au secret professionnel. C'est la première des choses. C'est-à-dire que s'il enfreint cette règle, il peut être lourdement condamné. Oui. Voilà, donc il va pas aller clamer sur la place publique Madame Untel est venue me raconter ça. Oui. C'est la première règle. Donc déjà, par rapport à ça, vous pouvez la rassurer, ça ne sortira pas du cabinet. C'est dur de lui faire comprendre ça. Non, Sophie, non, c'est pas dur de lui faire comprendre, c'est simplement lui dire ce qu'il en est. Voilà. Maintenant, sa peur, c'est sa souffrance. Il faut qu'elle en parle. Maintenant, je m'interroge quand même, Sophie, sur sur le fait que vous soyez aussi affectée et que vous soyez, semble-t-il, aussi fragilisée par
par la situation de votre ami. Vous voyez, c'est là où ça m'interroge. Je sais pas quoi vous dire. Je vous assure que c'est pas moi, c'est ma copine, mais. Non, mais c'est pas. Je me demande qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi. On a l'impression que vous êtes très en souffrance. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ça fait écho à quelque chose chez vous? Qu'est-ce qui vous met autant en souffrance? Pourquoi vous êtes aussi... Je sais pas, ça me touche de voir... voilà, je la connais depuis qu'on est petit, et de la voir... de la voir, voilà, s'enfoncer de jour en jour. Voilà, ça me touche. Ah oui. Eh bien alors, la meilleure façon de l'aider... c'est de la convaincre d'aller voir un professionnel pour en parler et qu'elle ne s'enfonce pas. Parce que par rapport à ce qu'elle a vécu, il y a une chose de sûre, c'est qu'elle n'est coupable de rien. Ouais, ça, elle le dit, c'est moi, je me culpabilise d'avoir subi ça. On me dit, elles se sont coupables. Mais comme tous les enfants qui ont été victimes d'attouchements, d'abus de la part d'un adulte. Ouais. Mais quand on subit des attouchements dans l'enfance, comment un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je dis même 11 ans, 12 ans peut être coupable de quoi que ce soit. Ouais. C'est cette femme qui était complètement perverse. Ouais. Elle n'était qu'une enfant et n'avait aucune possibilité de se défendre. Alors effectivement, en plus, déjà l'abus sexuel sur un enfant est quelque chose de très tabou. Quand il est commis par une femme, c'est encore d'autant plus tabou. Mais néanmoins, on sait, on parle beaucoup de la pédophilie pour les hommes, mais il y a aussi des femmes pédophiles. C'est plus minoritaire, mais cela existe. Et encore une fois, votre amie n'est absolument pas responsable de ce qui est arrivé. Elle a avant tout besoin d'aide, et je suis persuadée d'ailleurs que alors peut-être qu'effectivement je comprends qu'elle en veuille à ses parents de ne pas s'être aperçue de sa détresse. En même temps, vous savez, Sophie, les parents ont du mal à imaginer souvent que de telles choses puissent se passer, parce que on est des parents, eux, leur rôle c'est de protéger leur enfant. Et imaginer que leur enfant a pu être comme ça abusé par quelqu'un d'aussi pervers, c'est l'horreur. Donc effectivement, même quand elle s'est enfermée dans sa chambre, ils ont préféré penser à un chagrin d'amour que d'imaginer le pire. Donc elle est enfermée dans sa souffrance. Donc quand on va mal, on en veut à tout le monde. Mais je suis même sûre que si ses parents apprenaient la véritable raison de son mal-être, aujourd'hui ils seraient là, je l'espère, pour l'entourer et la protéger, et certainement pas pour la mettre à l'écart. Et voyez, parce qu'elle a avant tout besoin d'être protégée et consolée. Ouais. Mais au niveau de ses parents, c'est quelque chose d'impossible qu'elle puisse leur dire ce qu'elle a subi. C'est un truc impossible. Bon, si c'est impossible pour elle d'en parler à ses parents, qu'elle aille en parler à quelqu'un d'extérieur qui pourra l'aider. L'aider déjà à se sentir moins coupable, et pas du tout coupable, mais encore une fois, malheureusement, c'est très fréquent, parce que c'est toute la perversité des pédophiles de faire croire à l'enfant que finalement il est complice, que c'est un jeu, qui est violence ou pas. Enfin, parce que souvent ça se passe pas dans la violence physique, même si c'est une violence qui est faite à l'enfant de lui imposer cela. Mais ça se passe pas forcément par la violence.
c'est dit sous forme, c'est un secret, il faut pas le dire, ou si tu le dis, il va se passer quelque chose de grave. Ou bon, d'injures et tout ça. Ouais. voilà. Donc l'enfant, du coup, il dit après en grandissant, il dit mais j'aurais dû réagir, ou c'est pas bien. Il sent bien qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe, mais il est trop petit pour pouvoir réagir. Bon, donc elle a besoin d'être aidée parce qu'elle continue à se faire du mal à elle. Au lieu de finalement d'apprendre à s'aimer et à se dire que c'est cette personne qui a des problèmes et qui pourrait être condamnée par la justice. Elle continue à se faire du mal et à s'en prendre à son corps, par l'anorexie notamment, comme cette personne s'en est prise à son corps. Voilà, anorexie. Oui, j'imagine la liste est longue. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est continuer à, évidemment, être ce que vous êtes, c'est-à-dire son ami, mais vraiment la convaincre et au besoin l'accompagner, trouver un lieu de rendez-vous, trouver un thérapeute, l'accompagner peut-être chez son médecin généraliste, aller peut-être au CMP, prendre rendez-vous au centre médico-psychologique. L'adresse, vous l'avez, il y en a dans tous les... Vous pouvez la voir à la mairie, vous pouvez regarder sur Internet, centre médico-psychologique. Bon, il y a des délais d'attente un petit peu longs, mais prendre un rendez-vous avec... ça peut être un psychiatre, ou il ne faut pas qu'elle ait peur parce que c'est psychiatre. Psychiatre, ça ne veut pas dire qu'elle est malade. Psychiatre, c'est quelqu'un qui va l'aider à parler, qu'elle trouve une écoute. Quelqu'un qui va lui permettre d'être écoutée dans sa souffrance et de lui faire comprendre qu'en aucun cas, elle est responsable de ce qui lui est arrivé, mais qu'elle a d'abord été victime d'une femme qui était perverse. Et il y a malheureusement, on parle des pères abuseurs, il y a des mères qui abusent parfois de leurs propres enfants. Bon. Donc, prendre rendez-vous. Peut-être dire, on y va ensemble, allons-y ensemble, allons au CMP, je t'accompagne, on y va ensemble. Qu'elle voit que c'est pas un endroit dangereux, qu'elle y sera accueillie avec bienveillance et qu'il n'y aura pas de jugement. Parce que les thérapeutes, les psys savent que les pédophiles ne sont pas majoritairement, ce sont des hommes, mais il y a aussi des femmes pédophiles. Et d'ailleurs, dans les couples, il y a des femmes qui sont complices d'hommes pédophiles. Donc il y a des couples comme ça de pervers. Donc ça existe et donc il faut vraiment qu'elle puisse en parler, mettre des mots sur cette souffrance qui est en elle, plutôt que de l'agir en se détruisant. Oui, sur son corps, oui. C'est vrai. Je vais essayer de la convaincre. Et il faut vraiment la convaincre parce que vous êtes tellement en phase, puisque vous me dites qu'il ne s'agit pas de vous, tellement en phase que vous ne pouvez plus, vous pouvez plus vraiment l'aider là, parce que vous êtes trop touché, trop affecté. Trop subjectif. Voilà, vous êtes tellement que bon, donc allez, voilà, il faut parler. Il faut voir quelqu'un. Il faut parler et surtout pas s'en prendre à son corps. D'accord. Il faut mettre des mots sur ce qui fait mal, Sophie. Ouais. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Caroline. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Amandine Bourgeois du Temps. Des réactions pour dire que évidemment ça serait important, le valet de cœur qui dit c'est important de chercher un analyste ou un thérapeute, ça serait de la plus grande importance pour l'amie de Sophie. Et puis qu'est-ce qu'il y a également, merci à Marie-Claude pour son message de soutien. Ah, puis il est déjà minuit, j'avais pas vu le temps passer moi. Je suis en train de regarder vos messages. Il est déjà minuit, merci d'écouter Europe 1. Tout de suite le journal présenté par Julien Launay. Bonsoir Julien.
Jusqu'à 1h, vous avez la parole sur Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21 pour tous vos témoignages, toutes vos réactions. Et également par SMS au 7 21 21 code de nuit. Et vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. Bonsoir Farah. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Merci Farah. À vous aussi, tous mes vœux. Ça fait très longtemps que je vous écoute, à peu près une dizaine d'années, quand vous avez débuté sur Europe 1. Ah oui, c'est une fidèle alors. Hein, Depuis que j'ai l'âge de 21 ans. oui. Et, je vous ai suivi pendant tout votre parcours, et puis moi aussi, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je vous entends pas très bien. Je suis désolée, la ligne est pas très. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu, éloigner votre bouche du combiné pour qu'on entende un peu mieux? D'accord. Là, ça va mieux? Un petit peu mieux, oui. Donc, je disais, j'avais fait mon petit bout de chemin avec vous. Oui. Toutes ces années en vous écoutant. Et de ce fait, en fait, ce soir, si j'appelle, si j'ai osé appeler pour témoigner de ce qui... En fait, je suis émue, je bafouille là. J'ai un peu émue de passer à la radio. Bon, ça va bien se passer, hein. Il n'y a pas de raison. Et en fait, ce serait pour avoir des témoignages par rapport à ce que je vais vous raconter, en fait. Vous souhaiteriez des témoignages, des réactions auditeurs? Voilà, oui. Par rapport à ce qui m'est arrivé. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant aujourd'hui que j'ai perdu ma petite fille. Elle avait 2 ans et 2 mois. 2 ans et 2 mois? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Écoutez, à ce jour, je me pose encore des questions dans le sens où ça a été très vite et ça n'a pas été facile. Elle était partie faire sa sieste et quand je suis partie pour la réveiller, elle était toute froide, toute pâle. Suite à ça, j'ai appelé les secours. Oui. Et ils ont essayé de la ranimer. Ils n'ont rien pu faire. Déjà, étant bébé, elle avait fait un arrêt cardiaque de 15 minutes. Elle avait été réanimée, bon, ça a été. Mais elle avait des petits problèmes, Mais de là à aller la réveiller et qu'il n'y a rien du tout. Et que par la suite, elle décède, ça, franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas ça passe pas. Oui, vous comprenez pas. Non, on n'a pas pu. Elle avait. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais est-ce qu'il y a eu une autopsie de pratiquer? Oui. Oui. Ils ont dit que c'était alors sur le procès verbal, c'est ça qu'on dit, d'autopsie. C'était écrit. Alors c'est écrit cause de la mort naturelle. Rien du tout. Allô, Farah? Farah, vous êtes avec nous? Oh oui, ça coupe, c'est pour ça. Oui, votre téléphone coupe. Ils ont dit que c'était une mort naturelle, en fait. Mort naturelle. Mort naturelle. Ils auraient détecté. Après, on m'a dit que c'était une rupture d'anévrisme. En fait, j'ai rien compris. À ce jour, c'est encore un mystère pour moi. Oui, mais c'est pas la même chose, une mort naturelle et une rupture d'anévrisme. Oui, je sais. Vous n'avez pas pu en parler avec un médecin? Elle était suivie par un médecin de famille, par un pédiatre? Oui, elle avait un pédiatre. Elle était même suivie à l'hôpital Necker. Oui. On n'a pas repris avec vous parce que c'est bon. Malheureusement, évidemment, ça ne change rien. Votre petite fille n'est plus là, mais on sent bien l'incompréhension, c'est-à-dire cette parler de mort naturelle chez un petit enfant comme ça de 2 ans et demi. C'est important de pouvoir quand même se raccrocher à une explication. C'est pour ça que je vous parlais d'autopsie, parce qu'il y a certains parents qui n'acceptent pas, et bon, on peut respecter cette décision, qui sont déjà tellement traumatisés par le décès de leur enfant, qui en plus ne veulent pas rajouter du traumatisme à l'autopsie. Et pourtant, parfois de trouver une
cause au décès, ça peut un peu apporter un peu d'apaisement, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose. Or là, on entend bien dans vos propos que le fait de ne pas connaître les circonstances du décès vous laisse comme ça, rajoute de la souffrance à la souffrance. On comprend. En fait, chaque jour, c'est pas facile. C'est un non. combat. Dans le sens où je me dis, aujourd'hui, elle aurait eu 5 ans. Elle serait à mes côtés. Et j'ai pas assez profité d'elle. Peut-être, je me dis, des fois, je me dis même, c'est de ma faute, peut-être qu'elle est partie. Pourtant, j'ai tout fait. Bon, ça n'a pas été facile avec son père, parce que son père a été assez violent avec moi. Il y a eu, si je raconte tout ce qui est... Violent, comment? Violence, verbalement. Au début, c'était un enfant voulu. On s'est rencontrés, on a vécu ensemble. On s'est mariés plus tard, quand j'étais enceinte. Et une fois qu'on a été à l'échographie pour savoir le sexe de l'enfant et qu'il a su que c'était une fille, il a changé. Son comportement a changé. Donc, moi, c'est pas pour dire, mais j'ai été élevée avec des parents plutôt cool. Au niveau de la religion et tout, on ne nous a jamais causé de problème. J'ai fréquenté normalement comme tout le monde. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Pour les sorties et tout, c'était assez cool. Ils m'ont jamais trop embêté par rapport à ça. Et du jour au lendemain, il m'a dit, dès qu'il a su que j'attendais un enfant, plus après quand il a su que c'était une fille. Bon, moi, une fille et un garçon, c'était pareil. Tant que l'enfant était en bonne santé, moi, c'était pas un souci. Je voulais un enfant. Oui. Alors que lui tenait à avoir un garçon. Oui, c'est ça en fait. Et après, j'étais pas acceptée dans sa famille. Pourtant, on est marocains tous les deux. C'est quand même grave. J'étais pas acceptée, j'avais pas le droit de rentrer chez eux. Ils m'ont jamais acceptée. Il faut pas venir à nos fiançailles, ni à notre mariage, ni à la naissance de la petite. C'était des gens un peu bizarres à mon niveau, dans le sens où ils étaient bêtes, parce que c'était à chaque fois qu'ils me parlaient, c'était que pour me dire des insultes ou des méchancetés. Moi, je faisais pas attention parce que j'étais heureuse dans mon petit nid. J'attendais un enfant. J'étais avec quelqu'un que je croyais aimer. Oui. Et après, mon ex-mari a changé envers moi quand il a su que c'était une fille. Il a voulu que je porte le voile, chose que je connais pas, que je fasse la prière, ça aussi. Et je dis pas que je suis athée, hein. Je crois au Dieu, mais la religion pour moi, c'est intime. Vous pourriez le dire, hein, après tout, vous auriez aussi le droit de le dire si ça avait été le cas, mais bon, ce n'est pas le cas. Bon, moi je croyais en Dieu, je crois toujours en Dieu, mais c'est pas pour ça que j'ai pas besoin de m'affirmer avec un foulard pour dire que je crois en Dieu ou aller faire chaque prière. Oui, vous n'avez pas besoin de le manifester extérieurement, c'est une question intérieure. C'est intime, à mon niveau. Mais dites-moi, Farah, à partir de ce moment-là où l'échographie a révélé le sexe donc de votre bébé, il est devenu donc beaucoup plus agressif vis-à-vis de vous. Vous dites violent. Oui. Comment était-il avec votre petite fille quand elle est née et par la suite? Déjà, quand elle est née, moi j'avais fait une césarienne, donc je pouvais pas bouger. Le premier jour c'était ça. Je lui ai dit de changer la petite. Si ça le dérangeait pas de changer la petite. Il m'a dit non, c'est une fille, je la change pas. Je dis comment ça? J'ai dit moi je peux pas, je viens de me faire opérer, je peux pas me lever. J'ai dit t'es son père, change sa couche. Quand même, ça fait 4 heures qu'elle n'a pas été changée. Et il a fallu que j'attende que mes sœurs, ma mère viennent pour qu'ils puissent la changer. Après, il était agressif. Donc il m'a emmené dans une clinique que je connaissais pas. Déjà pour accoucher. Moi je connaissais pas cette clinique. Il m'a dit ici c'est une femme qui va t'opérer. Il y a que des femmes. Les infirmières c'est que des femmes. Ah oui, donc ils choisissaient en fonction de ça. Oui. Et moi je connaissais pas. Enfin moi j'aurais préféré l'hôpital public.
c'est un choix personnel. Mhm. Et je me suis retrouvée avec que des femmes voilées dans cette clinique. Franchement, ça m'a traumatisé l'accouchement. Ça m'a traumatisée. J'étais perturbée. Dès que ma petite fille est venue au monde. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au chirurgien? Il a dit il faut me ramener la faute dès qu'elle naît, il faut me la ramener pour lui faire sa prière dans son oreille. Ça fait que ma fille, on me l'a retirée, excusez-moi, dès qu'elle est née, je l'ai eu même pas une minute sur mon épaule. Et après, il a fallu la prendre pour qu'il fasse sa prière. En fait, j'ai pas compris. Tout était bizarre. De l'accouchement jusqu'au décès de ma fille, il y a un truc que j'ai raté ou que j'ai pas pu suivre. Non, je crois que vous n'avez pas raté. C'est pas vous, mais lui, souhaitait un garçon. Oui, mais moi, il m'a frustrée. Oui, je comprends. Il m'a frustrée parce que moi, j'ai pas été élevée comme ça. Et vous n'êtes plus avec lui là? Non, moi j'ai divorcé. Juste après le décès de la petite. Juste après, c'est ça, oui. Déjà, c'est lui qui m'a dit maintenant que la petite elle est plus là et toi qui nous retient. Donc, oh là là, c'est d'une violence, déjà, oui. Je me rattachais quand même à lui parce que je me disais quand même, il y avait encore un petit peu ma fille en lui. Bien sûr, donc, oui. Je ne pensais pas que ça allait être aussi. Bah oui, vous perdez votre petite fille et puis lui, à ce moment-là, n'exprime aucune compassion et finalement vous dit que le seul lien qui vous rattachait était votre petite fille et à ce moment-là, choisit ce moment-là pour vous quitter. Et de partir. Oui, alors que finalement, de toute façon, même quand votre petite fille était là, il ne profitait pas, de sa présence. Non, il profitait pas. On ne vous a pas parlé de ça ne rentrait pas dans le cadre de ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, parce que ça peut aller. Mais oui, ça va au-delà. En fait, elle avait que au-delà de 2 ans. Elle est décédée. Comment? Elle n'avait que 2 ans et 2 mois qu'elle est décédée. Oui, c'est pour ça, ça peut aller. On vous a parlé de ça? Oui. Moi, en fait, c'était les pompiers qui m'avaient dit que c'était une rupture d'anévrisme quand ils étaient venus à la maison. Oui. Mais la personne qui a autopsié ma fille, il a dit que c'était une mort naturelle. Il n'y avait rien. Donc, mort naturelle, il entendait là mort subite. Voilà. Ce qu'on appelle mort subite du nourrisson, mais qui peut aller au-delà jusqu'à 4 ans. Jusqu'à 4 ans. Oui, c'est ça. On intègre jusqu'à 4 ans, oui. Mais le pire dans cette histoire, je pense que c'est le fait de se retrouver toute seule après le décès. Heureusement qu'il y avait ma famille. Oui, j'allais dire, vous dites que vos parents étaient très bienveillants vis-à-vis de vous. Est-ce que votre famille a pu vous entourer? Oui, j'ai beaucoup de sœurs, j'ai 2 frères. On est une famille nombreuse, mais on est assez solidaires entre nous. Il n'y a pas de tabou entre nous. Il n'y a pas la sœur, ça reste à la maison. Oui. Non, nos frères, ils sont assez cool. Donc, ils vous ont beaucoup entouré. Ils vous entourent encore beaucoup. Moi, maintenant, parce que chacun a fait son petit chemin. Et puis, j'ai pas envie de... Maintenant, pratiquement tout le monde a sa petite famille, sa femme, son mari et un bébé en plus. Donc, j'ai pas envie non plus d'être là en train de... excusez-moi du terme, de leur pourrir leur vie, parce qu'ils ont souffert beaucoup du décès de ma fille, parce qu'ils l'aimaient beaucoup, c'était la seule petite fille de la maison. Et maintenant, ils font leur vie, et puis je respecte leur mode de vie. Et en fait, pour moi, je les ai rendus trop tristes. Ils m'ont vu dans tout. Mais dites-moi, Farah, vous les avez rendus tristes. Enfin, vous étiez. Comment ne pas être
triste et le mot est faible. C'est une douleur terrible de perdre son enfant comme ça dans de telles circonstances. Donc, et bien sûr qu'ils étaient eux-mêmes très affectés de porter cette peine, mais la plus à plaindre, la plus à entourer, c'était vous. Vous n'allez pas en plus vous en vouloir de la peine que vous causiez à votre entourage. Maintenant, je me dis que si, parce que j'ai des réflexions. Des réflexions de qui? De niveau de ma famille, que je leur ai pourri leur vie pendant... Certaines personnes, pas toutes. Oh. Que je leur ai pourri leur vie pendant 3... Ça fait 3 ans que je leur pourris leur vie. Que c'est bon, j'en avais fait assez. Oui, écoutez, ceux-là, des réflexions comme ça, je pense que... Que j'avance pas. C'est vrai que ça fait 3 ans... j'ai pas repris une activité. Oui, mais Farah, ça fait partie des deuils les plus difficiles à faire. Perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses, et surtout enfin, c'est. Il y a quelque chose dans la mort d'un petit enfant, de quelque chose qui relève de. C'est pas dans l'ordre des choses. On n'est pas fait pour. Un parent n'est pas fait pour voir partir son enfant. L'enfant, il est porteur d'avenir. On est là pour le voir grandir, se développer. Donc c'est une douleur. Vous voyez, je reçois un message de Nejoud qui dit: il y a 6 ans, j'ai perdu ma fille. Elle avait une anomalie de l'aorte. J'avais absolument besoin de savoir. Nejoud qui dit: j'ai un suivi psychologique, le deuil est long. Donc, je veux dire qu'au bout de 3 ans, vous avez perdu votre petite fille il y a 3 ans, que certaines personnes se permettent de vous dire tu t'en sors pas, avance, mais c'est non seulement d'une bêtise, mais également enfin, j'allais dire d'une cruauté, mais c'est surtout une bêtise. Comme si enfin ces gens, qu'est-ce qu'il faudrait venir? Oui, c'est ça, rebondit. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, pour eux. Enfin, on peut pas leur souhaiter de vivre cela, quoi. Qu'est-ce que franchement, on peut le souhaiter à personne? Personne ne peut être à cette place-là tant qu'on n'a pas vécu. Perdre un enfant, on peut pas s'en remettre comme cela. Je crois que ça fait partie des douleurs qui restent à vie. Ça veut pas dire, évidemment, qu'on ne peut pas continuer à vivre et à avancer et à de nouveau apprécier la vie et à être dans la vie, mais ça fait partie d'une douleur qui reste. Donc c'est comment dire, c'est des gens qui parlent sans savoir et sans avoir aucune empathie, enfin vous voyez, il faut les laisser, enfin je veux dire, il faut les laisser, il vaut mieux éviter de les voir, des personnes comme ça. Ils ne vous apporteront rien. Vraiment, parce que ils ne peuvent rien vous apporter. Je veux dire, vraiment dire, bon, écoutez, j'ai même plus, j'ai plus rien à vous dire. J'ai plus rien à vous dire. Je crois qu'ils sont dans un autre registre. Je vous souhaite jamais d'avoir à vivre ça. Voilà. Parce que ça sera les mêmes qui peut-être, je sais pas, un jour il va leur arriver une petit truc, je sais pas, et ils vont venir pleurer sur votre épaule pour une misère. Voyez, donc vous encombrez pas de ça. Non, mais de toute façon, moi, franchement, depuis le décès de ma fille, je suis devenue une autre personne. J'ai vachement maigri. C'est limite si c'est pas de l'anorexie. Mais oui, mais... je fume énormément. Dans le sens où, avant, je fumais pas... Un paquet me faisait, on va dire, une semaine. Oui. C'était occasionnel. Enfin, de temps en temps, je fume une cigarette. Mais là, vous fumez beaucoup par jour. Oui. Un paquet par jour, oui. quand même. Oui. Et je me suis repliée sur l'ami. J'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis. Les hommes, j'ai peur des hommes. Quoi d'autre? Les enfants me font fuir. Quand oui, vous évitez. Oui, c'est douloureux pour vous. Je vais avoir du mal à
Alors que Oui, avant, mais c'est les normal, enfants, mais bien sûr, Farah, mais vous vous protégez, c'est normal. j'arrive pas. Enfin, si, Oui. je vais être gentille, je vais offrir des cadeaux, mais point barre, je vais pas m'amuser à faire des câlins ou. Non, mais vous vous protégez, Farah. C'est trop douloureux pour le moment, le contact avec un enfant. Mm. Ça, on Prendre vos comprend pas aussi neveux que. dans vos bras, leur faire un câlin, c'est raviver la douleur, l'absence, et c'est insupportable. Donc Oui. vous avez raison. Suivez, ça reviendra plus tard. Ça reviendra. Alors, Laissez, pour le moment, vous vous protégez. Vous êtes trop blessé. C'est trop douloureux. Il y a quelque chose qui est même de l'ordre de, c'est au-delà des mots, et pourtant je trouve que vous avez les mots pour en parler. J'allais dire, c'est au-delà des mots, il y a quelque chose qui se ressent même, qui s'éprouve dans le corps, hein. Souvent les femmes qui ont perdu un enfant disent qu'il y a quelque chose qu'elles ressentent, j'ai entendu des femmes me dire qu'elles le ressentaient comme je me souviens d'une femme qui m'avait dit qu'elle aurait aimé remettre comme ça sa petite fille dans son ventre et tout refaire, quoi, oui, la c'est reprendre vrai. et dire tout ce qui avait pas fonctionné, tout refaire, et pouvoir, elle ressentait comme toujours en permanence ce vide, quoi, au creux du ventre. Elle ressentait viscéralement les choses aussi. Il y a un manque, hein, il y a un manque et c'est dur, c'est dur, c'est dur. Enfin, ma douleur, je peux pas l'exprimer. Elle est tellement profonde que je pourrais même pas la décrire. Et j'arrive pas à monter à la surface. Je suis au fond, au fond, au fond. J'arrive pas. Mais j'ai pas d'idée suicidaire. Je dis pas que je vais mourir ou je vais me laisser mourir ou quoi. Quelque part, j'ai envie de m'en sortir, mais j'arrive pas parce que je me décourage très vite. Ne serait-ce que en me disant une phrase qui va me blesser, comme ce soir j'ai eu une dispute avec avec ma petite sœur, et elle a été méchante dans ses propos. Et parce qu'aujourd'hui, on était 19 et aujourd'hui, ça faisait 3 ans que, enfin tout à l'heure, ça faisait 3 ans que ma petite fille était décédée. Elle est décédée le 19 janvier 2007. Et ma petite sœur, elle a été méchante dans ses propos. Alors, j'ai la plupart de mes sœurs m'ont appelé pour me demander comment ça allait. Bah, je leur ai dit, on est 19, ça fait 3 ans, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas ma petite soeur sur mon sang non plus. J'accepte, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis même, j'ai pas envie non plus d'étaler tout ce que je ressens et tout. Maintenant, je suis devenue une solitaire, j'arrive plus à m'exprimer comme je m'exprimais avant. Et c'est malheureux à dire, je préfère parler avec vous plutôt qu'à quelqu'un de proche. Parce que il va pas me comprendre. On dirait qu'on n'arrive pas à me comprendre ou qu'on n'est pas dans la même planète. Donc, je préfère Non, pas je parler. pense qu'effectivement, ils ne peuvent pas comprendre. C'est ce que dit le subversif, qui dit bêtise et cruauté s'alimentent à l'aigre mamelle de l'ignorance. Donc, et qui ajoute, aidez-vous en allant vous ouvrir un thérapeute. Il y a beaucoup de. Est-ce que vous avez un endroit pour parler? Oui, j'ai déjà été. Enfin, j'ai déjà été voir des psys. J'en ai discuté et tout. J'ai vu plusieurs psychiatres aussi. J'ai été en maison psychiatrique aussi. Parce qu'il y a un moment où ça allait plus. Je Il comprends. fallait vraiment que je me soigne parce que je prenais des médicaments pas possibles. Oui, oui. Et en fait, c'était pas pour me faire du, enfin, pas pour me faire du mal, c'était pour oublier la douleur. Ça, Oui, c'était la première oui, année. oui, être un peu coupé, être un peu. Oui. La première année, les mois qui ont suivi le décès de ma fille, j'ai pas accepté la séparation, même si que on n'a pas vécu longtemps ensemble. Mais j'ai eu du mal à accepter la séparation. Mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup Déjà, pour je l'ai élevée surtout. toute seule, quasiment. Financièrement, c'était moi qui s'occupait de la maison. J'ai travaillé, on savait pas où aller son argent. Donc, moi, je travaillais, c'était pas un souci pour moi, j'étais bien, j'avais un bon salaire, une bonne situation. Je me suis toujours débrouillée pour que ma fille ait tout ce qu'elle, et tout ce que je pouvais lui donner, elle l'ait. Que ce soit
en habit, je voulais qu'elle soit comme une princesse, une petite princesse, toujours bien habillée. Je voulais qu'elle soit toujours contente. Pour moi, j'attendais pas Noël ou son anniversaire pour lui acheter des cadeaux ou lui faire plaisir. C'était quasiment à chaque fois qu'on sortait. C'était ma princesse, et ça sera toujours ma princesse. Et elle me manque tellement que, je sais pas. Tellement, en fait, comme faut Mais ce que je veux vous dire, Farah, vous m'avez dit, quand je vous ai dit, est-ce que vous avez un endroit pour en parler? Apparemment, vous en avez eu ponctuellement, notamment lors d'une hospitalisation, mais est-ce qu'actuellement, vous avez un lieu en continu? Vous avez quelqu'un? J'en parle avec mon généraliste. Oui, mais alors c'est important, mais est-ce que vous avez à côté, parce que je crois que c'est important d'avoir vraiment un travail de thérapie face à une telle souffrance. Il y a qu'avec mon généraliste que je me sens à l'aise. Oui, mais c'est important. Je peux comprendre le soutien, le réconfort que peut vous apporter votre médecin généraliste. Et c'est important que vous l'ayez. Mais votre médecin généraliste n'est pas psychothérapeute. Oui, donc vous ne pouvez pas faire. Il n'a pas. Alors même si vous avez une relation qui, par la confiance que vous avez avec lui, est thérapeutique en soi. Et ça, c'est formidable que vous ayez cette relation de confiance avec votre médecin. Mais peut-être que parallèlement à cela, pour aider quand même à sortir à élaborer un peu cette souffrance, quelqu'un qui serait un peu plus spécialisé dans la problématique du deuil, même si le médecin généraliste est confronté, bien sûr, au deuil, mais qui vous aiderait sur un plan à faire un travail psychique, pourrait vous accompagner, en plus de votre médecin généraliste, que vous pourrez bien sûr continuer à voir, parce qu'il vous suit sur le plan de votre état de santé, et puis il vous connaît bien, et voyez, mais en plus. Je vais vous lire des réactions, parce que pour conclure aussi, il y a beaucoup de réactions qui arrivent pour vous. Il y a quelqu'un qui envoie un message en disant: quel malheur d'avoir perdu votre petite fille, mais finalement quel soulagement que cet homme soit parti. Vous auriez été malheureuse avec lui. Petite Plume qui dit: une pensée très chaleureuse pour Fatia. Difficile face à un tel drame de trouver des mots. Je crois qu'il n'y en a pas. Le valet de cœur dit: soignez votre souffrance de mère. Quant à l'amour, vous ne l'avez pas perdu, ça n'en était pas. Il parle de votre mari. Il dit: courage, douce Farah. Il y a également Prune qui dit: allez parler de votre souffrance à un psy. Courage à vous. Ninon qui vous transmet toutes ses amitiés. Et puis Tara qui dit: si Farah veut une oreille pour l'écouter, je suis disponible, j'ai beaucoup à échanger. Brigitte qui dit: je vous souhaite de tout cœur, quand le moment sera venu, de fonder à nouveau une famille avec un homme qui saura vous aimer. Et Prune qui dit: peut-être que travailler vous changerez, vous permettrez de voir d'autres personnes. Puisque vous avez une formation particulière? Je travaille dans le transport, dans une grande boîte de transport. Mais si j'ai quitté mon travail, c'est parce que mon ex travaillait là-bas aussi, en fait. Oui, mais peut-être que cette formation dans le transport vous permettrait de... peut-être qu'elle a raison, Prune, peut-être que ça vous ferait du bien de reprendre un peu de reprendre pied un peu avec une vie sociale, de retrouver même à mi-temps, même quelque chose, vous voyez. Caroline, c'est mon but. J'ai eu 31 ans il n'y a pas très longtemps. Oui. Je compte pas rester à brouiller du noir. En plus, je suis retournée chez mes parents, chose qui n'est pas facile du tout. Vous vivez chez vos parents? Actuellement, oui, mais pas pour autant. D'accord. Oui, donc c'est compliqué, de revenir après ce que vous avez vécu, effectivement, de revenir chez vos parents. J'ai dû partir de mon appartement. En fait, j'étais dans la région c'est parisienne. très compliqué, oui. J'étais dans la région parisienne à la base, et mes parents habitent en province. J'ai dû, une fois que c'était terminé avec mon ex, il a tout gardé. Moi, j'ai rien pris avec moi. Pourtant, c'est moi qui ai acheté les meubles, c'est moi qui a tout arrangé. Même les affaires de ma fille, paix à son âme,
il les a distribués, il les a donnés, parce que, soi-disant, c'est ce qu'il m'a dit, soi-disant, quand on est des musulmans, on ne garde pas les vêtements d'un mort. Il a tout distribué. Caroline, j'ai pas un vêtement de ma fille. J'ai même pas une petite boucle d'oreille à elle, j'ai pas un petit manteau à elle, de tout ce que j'avais acheté. De toute sa garde-robe, j'ai rien gardé du tout. Il a tout donné. Ça aurait été important quand même, oui, que vous gardiez. Sa chambre à coucher, sa poussette quand elle était bébé, son autre poussette quand elle avait Vous n'avez rien pu conserver d'elle, même non, un il a tout donné. un petit il m'a foutu à la quelque porte chose. et il a tout donné. C'est violent, oui. Et aujourd'hui, il a gardé l'appartement, il a tout gardé, comme si c'était lui qui s'était occupé d'elle. Et en plus, ce qui m'a fait rire, c'est quand on est parti pour l'enterrer, ils ont voulu qu'on l'enterre au Maroc. Vous imaginez, je suis partie dans un pays, vous avez pas mis 7 ans. Et puis, ça fait 7 ans que j'avais pas été. Il a fallu que je retourne au bout de 7 ans pour aller enterrer mon bébé. Un pays que je connais quasiment pas. Et donc, c'est pas évident. Pour vous dire, je voulais aller me recueillir comme pour son anniversaire qui est au mois de novembre. Et je me suis dit, soit j'y vais à son anniversaire, ou soit j'irai quand ça sera la date de décès de 19. Et j'ai pas le courage, car c'est malheureux à dire. Pourtant, je l'aime, cette petite fille. Non, mais c'est pas. Vous savez, vous savez, vous y pensez tous les jours, Farah. Vous y pensez tous les jours et continuellement. Donc, vous l'avez dans votre cœur en permanence. C'est pas le fait de vous rendre. Voyez, là où elle a été enterrée, qui est le plus important. Elle est en vous continuellement. Oui, je sais. C'est ça le plus important, Farah. J'ai même pas le courage d'aller. C'est pas. C'est pour moi, j'y arrive pas. Non, mais parce que c'est trop dur, parce que c'est vous confronter encore à cette réalité. C'est oui. Il faut pas vous en vouloir de ça. C'est encore trop dur. C'est encore trop dur. Mais c'est pour ça, il faut vraiment que vous soyez aidée, Farah. Au-delà, j'entends, au-delà de votre médecin généraliste. Oui, c'est important cette aide, il vous permet de tenir et le lien que vous avez créé, mais quelqu'un, vraiment, qui vous aide à élaborer un peu autour de cette douleur infinie morale, voyez? Parce que ça, c'est pas votre médecin généraliste, lui, c'est pas sa formation, même s'il est immensément humain, même s'il est et que vous trouvez un réconfort immense auprès de lui. Mais continuez à le voir, évidemment. Mais dites-lui, je pense que c'est important, il pourra vous donner les coordonnées aussi de quelqu'un. Et ça n'empêche que vous pourrez continuer le lien avec lui. Pour conclure, il y a Marie-Thérèse qui dit « J'entends Sarah, j'ai perdu un enfant à la naissance et chaque année, le jour anniversaire est difficile. Ça fait 33 ans cette année. J'ai quand même eu 4 autres enfants. Je sais qu'il faut beaucoup de temps pour s'en remettre. Ça se fait pas du jour au lendemain. Personne ne peut comprendre si on ne l'a pas vécu. Si elle le souhaite, Farah peut entrer en contact avec moi par mail ou par courrier. » Et Marie-Thérèse laisse son adresse. Donc, on va vous le transmettre. Et puis, il y a Louison qui vous souhaite encore beaucoup de courage. Et puis, un autre message qui arrive qui dit « Votre témoignage très émouvant et pourtant plein d'espoir. Il faut continuer, surmonter votre épreuve. » On vous embrasse très fort, Farah. Et surtout, allez parler. Et puis, peut-être, comme le disait Prune, faites en sorte de retrouver une activité, peut-être même à mi-temps, qui va vous permettre un peu de vous ouvrir, d'avoir un peu de vous ouvrir un peu aux autres, de sortir un peu de chez vous. Déjà, me retrouver un cercle d'amis, parce que je vous dis franchement, tous les amis que j'avais, une fois que ma fille est décédée, après vous regardez autrement, comme si que vous étiez coupable de quelque chose alors que vous n'avez rien fait du tout, ou sinon c'est de la pitié, alors que moi j'ai pas de pitié, je suis toujours la même. Bon, c'est vrai, avec de la tristesse en plus et un désarroi pas possible, mais c'est tout, soit vous regarde comme une bête curieuse, soit je sais pas, moi c'est le sentiment que j'ai. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis repliée sur moi-même. Quand je sors, c'est vite fait sortir vraiment parce que j'ai besoin de sortir. Oui, vous êtes replié sur votre douleur et c'est pour ça qu'il faut pouvoir vraiment en parler de cette douleur. En
pouvoir réapprendre à parler, pour pouvoir, voyez, à un moment la laisser avoir un endroit où vous pouvez l'exprimer. Pour pas comme ça vous recroqueviller, pas vous faire trop de mal, parce que voyez, vous avez beaucoup maigri, vous avez pour pouvoir un peu continuer quand même à prendre soin de vous, malgré tout. Bah, toujours, je vais me battre parce que ma fille, là où elle est, je pense qu'elle doit me voir. Et je pense pas qu'elle doit être contente de voir sa maman être triste comme ça. Donc, déjà, je vais le faire pour ma fille, parce que tout ça, elle est toujours à moi. Et comme ça, elle pourra se reposer en paix. Parce que je pense pas qu'elle doit être... de toute façon, c'était fusionnel entre elle et moi. Elle dormait avec ça. moi. Il faut... En fait, c'était ma poupée, ma copine. Elle avait que 2 ans, mais pour moi, on faisait pas mal de choses ensemble. Oui. Vous l'avez aimé très fort, vous l'avez, oui. Donc il faut vraiment prendre soin de vous, Farah, aujourd'hui. Franchement, je l'aimais beaucoup. Faut être le côté, l'amour que vous avez donné pendant ces 2 ans à votre petite fille, ce côté très maternel, il faut vous l'apporter à vous maintenant. Voyez, tout ce manque justement que vous ne pouvez plus lui donner à elle, il faut essayer de vous le donner à vous là. En plus, ce qui était bien avec elle, c'est qu'elle aimait la vie. Elle aimait la vie. Comme les petits enfants. Mais essayez justement. Vous avez beaucoup à dire, voyez, Farah. On sent. Vous avez un grand besoin de parler. Allez en parler, vraiment. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous. Je vous embrasse. Je vous embrasse très très fort, Farah. Moi aussi. Au revoir. S'il y a des témoignages, s'il y a des gens qui. On vous transmettra. On vous transmettra. Je vous remercie de m'avoir écouté, Caroline. Je vous en prie. Au revoir. Je vous embrasse très fort. Au revoir. James Morrison, You Give Me Something. Un message de Doudou par courriel, toujours en réaction au témoignage de Farah qui dit « Je trouve ça terrible que l'on puisse reprocher à quelqu'un de pleurer trop longtemps la mort de son enfant. Travaillant avec des personnes âgées, je peux vous dire que souvent, elles pleurent encore la mort de leur enfant, même si cela fait plusieurs dizaines d'années déjà. » Et on accueille maintenant Janine. Bonsoir Janine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Caroline, si j'ai décroché mon téléphone, c'est en entendant le témoignage de Sophie, je crois. Oui. Bon, je ne sais pas quel âge a Sophie parce que j'ai pris l'émission en cours de route. Sophie avait 21 ans. Oui, voilà, très jeune. Oui. Alors, ce que je ne vais pas apporter grand-chose de plus à ce que vous lui avez dit, mais quand même, surtout qu'elle et son amie se fassent aider. Moi, j'ai été victime de... comment je veux dire, je trouve même plus le mot m'échappe. D'un inceste ? D'inceste maternel. Oui. Le tabou des tabous. Oui. Et jusqu'à l'âge de 50 ans, je n'arrivais même pas à réaliser que ça avait pu exister tellement c'est impensable. Bon, ceci dit, je me suis fait aider, pas parce que j'allais très mal, par une psy à l'âge de 30 ans. Et un jour, une femme remarquable qui m'a énormément aidée. Je ne sais pas si je serais toujours vivante si je n'avais pas eu son soutien, mais un jour, je lui ai posé cette question. Lorsqu'on pense avoir vécu quelque chose, mais que l'on n'en est pas vraiment certain, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu dans l'imaginaire? Et sa réponse a été peu importe si c'est vrai ou si ça ne l'est pas, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. Et cette réponse m'a déconcertée. Elle m'aurait posé des questions un petit peu, je pense que j'aurais pu creuser, mais je n'ai pas pu. Et il a fallu que c'est seulement maintenant, alors que je suis retraitée, que j'ose parler de ce qui s'est passé avec ma mère. Alors, ça a été une vie, vraiment une galère, beaucoup d'épreuves, beaucoup de drames, parce que je n'étais prête en rien. Et c'est simplement,
si j'ai téléphoné, c'est pour dire à Sophie, mais qu'elle n'attende pas. Les psys, il y en a d'excellents, j'en ai vu plusieurs, mais tous ne sont pas prêts à vraiment entendre, il m'a semblé, ou alors ça, l'inceste maternel. Donc, qu'elle n'hésite pas à aller voir quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas tort, parce que on peut malheureusement parfois renvoyer ça du côté du fantasme. Oui. Parce que, vous l'avez dit tout de suite, c'est le tabou des tabous. Oui. Mais de plus en plus, quand même, on sait que cela existe. Je crois qu'on commence à oser le dire. Oui. Et c'est vrai que c'est très particulier de par la nature même de cet inceste, puisqu'il est de par la nature même de la relation qui unit la mère à l'enfant, puisque il est prodigué souvent lors des soins faits à l'enfant, puisque la mère est dans un corps à corps avec son enfant, dès le plus jeune âge, évidemment. Et donc, eh bien, les personnes qui ont osé en parler étaient souvent considérées comme fantasmant et elles-mêmes perverses, étant dans une transgression, étant dans quelque chose, souvent n'étaient pas crues, malheureusement. Et ce qui renforce ce sentiment de culpabilité qui est... Ah oui, terrible. Qui est en soi et qui est destructeur. Ah oui, terriblement, oui. C'est pour ça que ce soit Sophie, son amie, que les personnes qui ont vécu ça, mais bougent parce que c'est toute leur vie et on ne sait pas si cette blessure deviendra un jour cicatrice indolore, c'est pas évident du tout. En tout cas, vous avez pu trouver quelqu'un qui vous a entendu. Tout à fait. Et qui vous a permis de sortir de cette souffrance qui, comme vous dites, peut-être que vous aurez amené à y mettre fin de façon de la plus radicale qui soit. Oui. Parce que oui, je me répète, mais c'est peut-être un des événements de la vie qui peut être le plus destructeur. Et oui, et comme dit le subversif, si ce tabou des tabous demeure et est sous-estimé, de fait, c'est que notre culture ne peut l'entendre, mais il ajoute, elle y viendra. C'est vrai qu'il y a encore cette image de la mère qui est quand même très magnifiée, qui ne peut être que bonne et bienveillante, et donc la mère qui commettrait un abus sexuel sur ses enfants, on est dans l'impensable. On est dans quelque chose, mais on est dans l'impensable. Donc, on préfère ne pas entendre. Ça met tellement à mal ce fantasme que nous avons de la bonne mère, mais la perversité existe aussi du côté des femmes. Et quand parallèlement il y a des attouchements, des choses comme cela, et aussi du sadisme, le véritable sadisme. Le sadisme n'est pas simplement le fait des hommes, bien sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage, Janine. Merci à vous, Caroline. Au revoir. Au revoir.